Hello! Et si on se retrouvait pour un petit update lecture? Hello, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes lectures de la première partie du mois de janvier. J'ai fait pas mal de lectures, il y en a eu des très bonnes, il y en a eu des moins bonnes, mais tout d'abord je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ma lecture en cours parce que c'est une sortie du 1er février. Et si jamais vous voulez vous faire un petit avis, même si mon ressenti n'est pas définitif parce que je n'ai lu que ceci, je vous montre. Voilà. Au moins, vous avez un petit ressenti de début de lecture. Donc, c'est Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber qui sort le 1er février chez les éditions Bayard. Et ici, on est dans un récit de fantasy où on va suivre Vren et Rose qui sont deux jumelles mais qui n'ont pas du tout la même éducation. Pourquoi ? Parce que l'une a été élevée pour succéder au trône d'Aeda, je crois que ça s'appelle comme ça, non, d'Eana, pardon, et l'autre a été élevée parmi le clan des sorcières pour prendre la place de sa sœur Rose et usurper son identité afin de changer un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, sauver un petit peu les sorcières. Et du coup on va être dans une histoire de fantasy où on va suivre ces deux jeunes femmes qui sont très différentes, qui ont une éducation totalement aux antipodes et qui n'ont pas du tout le même caractère. L'une connaît ses véritables origines, l'autre ne les connaît pas. Et on va être dans la découverte de deux mondes différents, le monde des sorcières et le monde au sein du palais, sauf que ça va pas être facile et même si Vren a été préparée toute sa vie pour succéder à sa sœur, prendre sa place, elle va faire plein de petites erreurs qui risquent de la mettre en danger. Donc on est vraiment dans un récit très young adulte. Si vous aimez la fantasy de tout ce qu'il y a de plus abouti avec ses descriptions et tout ça, passez votre chemin. Par contre, si vous aimez les histoires qui sont très page-turner avec des héroïnes qui sont assez jeune, donc on peut pas dire qu'elle soit hyper mature, mais justement on voit une petite évolution au fil des pages, ça pourrait vous plaire. Pour l'instant je passe un bon moment, j'en suis au chapitre 17, j'ai très hâte de le terminer, voir comment ça va se passer et découvrir un petit peu plus ce qui se passe concernant ces princesses. Pour le moment j'ai ma petite préférence pour le personnage de Rose parce que elle est totalement ignorante et elle est dans la découverte d'une réalité qu'on lui a cachée toute sa vie, alors que Vren est au courant de tout. Elle s'est préparée à prendre la place de sa sœur au sein du palais et elle fait plein de petites erreurs qui sont assez bêtes, si je peux dire ça comme ça, parce que elle est censée tout savoir et avoir bien préparé le terrain avant de faire ce qu'elle fait. Voilà pour ce qu'il en est sur ma petite lecture en cours. Je vous en reparlerai un peu plus sûrement dans mon update lecture du mois de février ou du mois de janvier sur la seconde partie parce que je ne sais pas quand est-ce que je le terminerai. Normalement, je dois publier mon avis pour le book tour le 3 février sur Instagram. Mais comme je sais que tout le monde n'est pas sur Instagram, je me suis dit que c'était sympa de vous faire un petit retour en cours de lecture. Concernant la première partie de mes lectures de janvier, j'ai fait une très bonne lecture avec la duologie Les Reflets de papier de Raj Zavir publiée chez Nisha etc. qui est une romance MM que j'ai totalement adorée et qui pour moi est vraiment trop peu connue. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que on est dans une romance qui va amener les troubles alimentaires mais aussi des sujets un peu plus importants tels que la dépression et le tout se déroule dans un hôpital psychiatrique. On va suivre Elias et Lévi, tous deux vont se retrouver comme je vous ai dit dans un hôpital mais en unité où ils sont assez libres, je me souviens plus le nom que porte cette unité là, et ils vont côtoyer un petit peu les professionnels mais aussi d'autres patients, et le fait de côtoyer d'autres personnes qui comprennent le vécu, qui ont aussi leur lot de problèmes et qui ne sont pas dans le jugement, va les aider à guérir. Et Elias et Lévi ne se connaissent pas
Et pourtant, ils sont très différents puisque l'un est très réservé, il est amaigri et sa santé est vraiment en danger de fait de son anorexie. Et puis on a Elias qui lui est très très populaire, même un peu trop. Et sa popularité au vu de son métier qui est assez atypique puisque il faut savoir qu'il est acteur X, je vais m'arrêter là, fait que il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre et sa sexualité, du fait de sa religion, du fait des croyances et tout ça, font que sa famille l'ont un petit peu écarté et donc c'est très très difficile. Et tous deux vont arriver à se réconcilier et j'ai trouvé que cette romance MM n'était pas comme les autres. Alors il faut pas dire que je suis une grosse lectrice de MM parce que ce serait totalement faux. J'en ai lu, ce n'est pas mon genre de prédilection, mais là j'ai été totalement absorbée. Ce livre a été une romance qui va bien au-delà de mes attentes parce que on a des sujets difficiles, mais Rajzavir, elle traite le tout avec énormément de douceur, avec beaucoup de bienveillance. Et on a ce petit côté feel good malgré la dureté des thèmes. C'était agréable. On n'est pas dans une romance qui vous serre le ventre et où vous avez besoin de faire une pause pour terminer votre lecture. Non, là c'est pas le cas parce que cette romance, elle est dans la bienveillance, elle est dans tout ce qui est psychologie profonde, même si on peut pas dire qu'on traite le tout du regard des soignants. Là on est du regard de deux personnes qui s'entraident pour aller mieux. Mais j'ai trouvé que c'était tellement bien fait et cela se comprend parce qu'il faut savoir que l'autrice est infirmière dans ce type d'unité de soins. Donc elle connaît un petit peu cet envers du décor. Et j'ai adoré la cohabitation et les liens qui se tissent entre les patients. J'ai adoré les éléments au niveau des personnages qui font que ça va mieux. Et puis par moments ça rechute. Mais c'est pas grave en fait. Parce que c'est un cap nécessaire à la guérison. Et j'ai adoré. Franchement, c'est une duologie qui a beaucoup de trigger warning, mais une duologie qui porte énormément à réflexion et qui personnellement m'a fait vibrer. Sachant que j'ai oublié de vous dire, mais j'ai particulièrement apprécié la duologie de par le message que l'autrice fait passer sur le corps et la vision que l'on peut avoir de celui-ci par rapport au complexe que l'on peut avoir, soit parce qu'on n'a pas assez de forme, soit parce qu'on en a trop, soit parce qu'en fait on ne correspond tout simplement pas aux diktats de la mode qu'on nous a inculqué depuis notre 30 en France. Là, on parle du corps en tant que quelque chose qui nous permet de vivre et qui nous permet de ressentir et pas comme quelque chose qui doit être vénéré par sa beauté, par son extérieur. Là, on en parle de façon biologique. C'est incroyablement bien fait et c'est très déculpabilisant en disant mais en fait, qu'importe ce à quoi tu ressembles, ton corps il te permet de vivre, il te permet de ressentir, il te permet de faire toutes les choses qui te plaisent au quotidien. Et il y a un petit côté acceptation de soi qui m'a énormément parlé, qui m'a profondément touchée. Et pour moi, cette duologie, c'est vraiment une ode à la bienveillance. Voilà, c'est le petit point que j'avais oublié de vous dire en tenant les livres à la main. Je commence à avancer un petit peu dans la première trilogie de Vampiria de Victor Dixon parce que j'ai lu le tome 2 qui est La Cour des Miracles et j'ai passé un très bon moment, même si je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le contexte du récit et surtout à accrocher avec la première partie qui est plus dans l'ambiance que dans l'action. Alors, il faut savoir que Vampiria, c'est une saga dans laquelle on va rencontrer Jeanne de Froidelac qui a vu sa famille décimée et qui va se faire passer pour quelqu'un de la noblesse sous le nom de Diane, qui va intégrer une espèce d'école qui va lui permettre de devenir écuyer du roi Louis XIV, qui lui est devenu un vampire. Et ses plus proches sujets, les personnes en qui il a confiance et d'autres personnes de la noblesse, ont eu le loisir de devenir également des êtres de la nuit. On est dans une histoire vampirique qui est quand même très très sombre et qui est une ambiance, oui, bon, tout à fait,
qui est une ambiance assez glaciale parce qu'on n'est pas dans du vampire gentil, on n'est pas non plus dans de l'horrifique, mais on est dans le mythe du vampire basique où c'est des êtres qui restent quand même assoiffés de sang et qui font passer leurs besoins primaires avant les autres, si je peux dire ça comme ça. Et donc dans ce tome 2, on retrouve un petit peu la cour de Versailles, on retrouve Jeanne ou Diane, voilà, selon comment vous voulez la voir. Et elle va devoir faire face à de nouvelles difficultés, ne serait-ce de par son identité, mais aussi de par sa mission et sa vision de ce qui se passe à la cour. Et j'ai trouvé ce premier opus très différent parce que ce deuxième opus, parce qu'ici on va pas découvrir simplement la cour, mais on va découvrir Paris, on va mettre en avant de nouveaux personnages qui vont rentrer dans l'histoire, on va parler des monuments que l'on connaît mais qui sont vus différemment parce que forcément le temps a avancé, mais on est toujours à l'époque de Louis XIV parce qu'il est toujours là, et donc ce qui s'est passé après Louis XIV ne s'est pas passé dans cette histoire. Je sais pas si je suis claire au niveau de la chronologie, mais voilà, en gros vous oubliez notre histoire à nous et vous vous arrêtez à partir de Louis XIV, et après voilà, l'histoire fait son petit chemin. On est quand même dans tout ce qui touche à l'Uchronie à travers un genre de fantasy qui est très très présent, mais le côté Uchronie qui est quand même omniprésent, plus. Et donc on est vraiment dans quelque chose qui dépeint une ambiance et qui mêle le moderne au vampirisme. Par contre, si j'ai trouvé la première partie assez longue, la seconde, elle, m'a tenue en haleine. Parce que là, le côté descriptif, le côté ambiance prend une toute autre tournure, et je sens qu'en fait tout ce qui s'est passé en termes d'action, en termes de l'évolution de notre héroïne qui dans le premier opus m'agaçait totalement et qui là évolue dans ce second opus d'une manière assez plaisante, si je peux dire ça comme ça, va amener en fait tout cet ensemble, je suis en train de m'embrouiller moi-même en vous parlant, amène quelque chose qui, je sens, va être très très importante dans la suite de la trilogie. J'ai l'impression que en fait ce deuxième opus est assez transitoire pour nous amener la suite, qui est la cour des ouragans, il me semble. Et donc j'ai passé un très bon moment en lecture, mais je m'attendais à plus d'action, voilà. Mais du coup j'ai très très hâte de lire le tome 3 et de voir quels sont les enjeux qui ont l'air si décisifs pour l'avenir de Diane, Jeanne, comme vous le voulez. Lorsque j'étais à Montreuil avec mes deux copines Émilie et Aurélie, que je ne présente plus sur la chaîne, je vous mettrai leurs réseaux sociaux dans ma barre de description, j'ai pris à Montreuil du coup La Petite Sirène, qui est de Anderson mais qui a été illustrée par Benjamin Lacombe, et quel sublime album, quelle vision de La Petite Sirène. Ici on est dans le conte original de l'auteur avant qu'il y ait toutes les modifications, et c'était tellement beau, tellement profond. Je ne vais pas vous faire un petit résumé du conte de La Petite Sirène parce que je pense que vous en connaissez les grandes lignes, mais ici on a vraiment quelque chose de toute beauté avec des illustrations qui vont renforcer le conte de Anderson qui se veut triste et tragique, parce qu'on n'est pas dans un conte de fées contrairement à tout ce qu'on voit dans les Disney. On est dans quelque chose de beaucoup plus important avec des thématiques présentes qui sont très très fortes et qui encore aujourd'hui sont d'actualité, parce que il faut savoir que ce tome est composé d'une préface de Benjamin Lacombe qui va nous expliquer un petit peu la façon dont il voit le conte et la manière dont il a voulu le représenter. Et la fin de cet album nous met en avant une correspondance de Anderson avec l'homme pour qui il avait des sentiments. Ce qui fait que ce conte a une vision LGBT qui est vraiment très très présente de par la colorimétrie.
de par la vision de la petite sirène. Ici par exemple vous voyez qu'elle a les cheveux courts et il y a beaucoup de pages. De toute manière je vous mettrai quelques images de cet album pour que vous puissiez vous représenter un petit peu le graphisme, qui met en avant une petite sirène qui est assez masculine, parce que à travers ce conte il faut savoir que on voit Andersen qui a lui-même perdu sa voix, qui ne peut pas exprimer ses sentiments sous peine d'être châtié d'une quelconque façon, parce qu'à l'époque tout ce qui touche à l'homosexualité était très très mal vu. Et j'ai trouvé ça magnifiquement beau, parce qu'en réalité quand la petite sirène ne peut plus parler et qu'elle doit séduire le prince, en gros c'est lui qui ne peut pas exprimer son amour à l'homme qu'il souhaite aimer, sous peine de subir des sévices, quels qu'ils soient, des représailles, des réprimandes, enfin qu'importe. Enfin voilà, il ne peut pas vivre son amour, et j'ai trouvé ça tellement dur, et je trouve que ce conte, culturellement parlant, est hyper intéressant quand on le voit au-delà de l'aspect romanesque qu'on peut avoir à travers les contes de fées. Vous savez, ils vécurent heureux pour toujours. Et si en première lecture on voit une belle histoire, même si dans le conte original celle-ci ne se finit pas bien, quand on fait la deuxième lecture, et notamment encore plus avec la préface et la correspondance de Andersen avec l'être qu'il aimait, cela devient encore plus prenant, encore plus, j'allais dire, intense, parce que je sais pas en fait, j'ai trouvé les messages très très forts, et pour moi c'est un album à découvrir, parce que honnêtement encore aujourd'hui je pense que c'est d'actualité, et il faut mettre ces sujets là en lumière. Il faut montrer que y a des personnes qui souffrent parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, parce que ça ne rentre pas forcément dans les mœurs, et il faudrait que ça change tout simplement. Pour rester dans la thématique des contes, j'ai lu les contes de Biddle le Barde de J.K. Rowling, et avec les annotations de Dumbledore. Et j'ai trouvé cela vraiment très chouette. Ça faisait un moment qu'ils étaient dans ma bibliothèque et j'avais pas sauté le pas, parce qu'en tant que grande fan du monde Harry Potter, j'avais peur d'être déçue par les contes. Et franchement, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai passé un très très chouette moment. Alors personnellement, je ne suis pas fan des graphismes, même si je trouve l'objet livre sublime, mais cela est dû strictement à mes goûts personnels. Mais en dehors de cela, j'ai adoré découvrir les contes qui ont bercé l'enfance des sorciers, mais aussi découvrir les notes de Dumbledore qui permettent d'en apprendre beaucoup plus sur le monde magique et les enjeux qu'il y a entre les moldus et les sorciers, parce que on en apprend un peu plus sur cette dualité qu'il peut y avoir entre certains sorciers et certains moldus, mais aussi sur certains personnages que l'on rencontre dans Harry Potter, parce que oui, de grands noms bien célèbres sont cités, et ça permet de donner un tout autre regard à la saga, de l'enrichir. Et moi en fait je ne suis pas contre en fait qu'on me donne des informations sur Harry Potter. Je veux tout gober sur la saga. Personnellement, c'est une de mes sagas favorites, et elle le restera, je pense, jusqu'à mon décès, jusqu'à ma mort, même au-delà. Harry Potter, j'ai grandi avec, c'est la saga que j'ai le plus relue dans ma vie, et encore aujourd'hui, si on me propose une relecture d'Harry Potter, je fonce. Et donc pour moi, les contes de Biddle le Barde, c'est vraiment un plus pour les amoureux de la saga, c'est un plus pour enrichir ses connaissances, c'est un plus tout simplement, ne serait-ce que par l'objet livre qui est magnifique, et puis découvrir un petit peu tout ce qui a bercé l'enfance de nos sorciers favoris. Et moi je dis pas non, je vous en dis pas plus parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Je ne peux pas parler des contes en eux-mêmes parce que je trouve que c'est chouette de pouvoir les découvrir soi-même, mais découvrir les annotations de Dumbledore, les pensées de celui-ci et son regard sur les contes, et tout simplement la façon dont il met en avant le petit côté conte
et réalité est très intéressant. Cette fois-ci, on repart dans la fantasy parce que j'ai lu Tiziri de Alexiane de Lys, qui est le premier opus d'une duologie. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome, même si je l'ai trouvé très introductif. Et il faut savoir qu'Alexiane de Lys sera à Yggdrasil à Lyon le 3 et 4 février. Non, le 4 et 5 février. Donc moi, j'y serai le samedi avec mon chéri et un de nos amis. Et j'espère qu'elle aura en sa possession le tome 2, puisque là, je le prends directement. Je me le fais dédicacer, sachant qu'Alexiane de Lys, c'est une de mes auteurs favorites. J'aime énormément ses écrits en fantasy à chaque fois. Et donc là, on va y suivre notre jeune héroïne qui s'appelle Tiziri. Elle est atteinte d'albinisme et suite à sa différence, tout le monde la traitait différemment. Mais c'est également une des meilleures chasseuses de son peuple. Alors je vous parle du terme chasseuse, mais dans le livre on parle de faucheuse. C'était vraiment pour mieux illustrer le résumé parce que vous n'avez pas forcément les termes liés à l'histoire quand je vous en relate une toute petite partie à travers la caméra. Mais il faut savoir que Tiziri, son peuple, il vit sous un dôme parce que la nature a quelque peu repris ses droits et que les humains sont en quelque sorte en danger par rapport à d'autres créatures et le lien qu'elles ont avec l'aspect naturel. Et en sortant du dôme, pour aller chasser, elle va découvrir quelque chose qui va lui faire remettre toutes les croyances que lui a inculquées son peuple et notamment les anciens en cause. Je ne peux pas vous en dire plus sous peine de spoiler, mais il faut savoir que Alexiane de Lys, elle a créé un monde incroyable. En apparence, il faut savoir que la Terre, elle a subi un cataclysme et que du coup celle-ci a totalement changé au vu de la nature et que des envahisseurs ont pris le contrôle de celle-ci et donc la nature obéit aux envahisseurs et s'en prend aux êtres humains. Alors moi j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouve que cette thématique elle permet de mettre en lumière beaucoup de choses qui touchent à l'actualité et au réchauffement climatique, au fait que la nature un petit peu se rebelle suite à ce que nous êtres humains lui faisons subir. Donc d'un point de vue écologique j'ai trouvé ça incroyablement intéressant et surtout ça porte à réflexion et moi personnellement j'adore lire des livres qui me font réfléchir sur des sujets d'actualité et là c'est le cas. Mais j'ai aussi beaucoup aimé l'aspect qui touche au protagoniste parce que la diversité est mise en avant, notamment à travers le peuple qui a envahi la terre, je ne vous en dis pas plus, je ne développe pas là-dessus, et à travers Tiziri quand il est albinisme et qui est très différente de son peuple et de ce fait on ne veut pas accepter qu'elle se marie, elle puisse fonder sa famille, elle puisse vivre comme les autres parce que c'est une erreur dans les gènes. Et ça, c'est quelque chose qui personnellement fait réfléchir. Alors que Tiziri, à côté de ça, c'est une jeune femme qui est incroyable. Moi, personnellement, j'ai adoré découvrir son personnage et j'ai envie d'en savoir plus en tout ce qui la concerne. J'ai aussi adoré découvrir l'autre peuple qui vit sur la planète et la relation qu'il a avec la nature, mais aussi la vision de ce peuple envers les êtres humains, puisque si on a l'impression qu'il y a un grand méchant et des personnes qui sont bonnes, en réalité c'est simplement des peuples qui s'opposent pour pouvoir avoir accès à certaines ressources que d'autres ont et que d'autres n'ont pas. Et il y a ce petit égoïsme de l'humanité qui est là, vous savez, un peu comme dans les guerres de territoire qu'il y a eu par le passé ou qu'il peut y avoir dans d'autres cas. Chacun pense à soi et ça s'arrête là. Et donc j'ai beaucoup aimé tous les messages. En fait c'est un roman qui est rempli de messages qui portent à réflexion sur notre façon de vivre, sur notre façon de voir les choses, de voir les autres. Et pour moi c'est vraiment un livre qui fait écho à toute l'actualité. Voilà, je peux pas vous en dire plus et j'ai très hâte de pouvoir lire la suite, la découvrir et vous en parler. Sachant que je vous ai pas précisé, mais dans ce livre, Alexiane de Lys, elle a créé un monde, mais elle a aussi créé un champ lexical qui fait écho à ce monde. En fait, elle a créé quelque chose de A à Z. Alors,
tout est compréhensible parce que tout est expliqué pour le lecteur au fur et à mesure, mais j'ai trouvé ça vraiment très chouette. On sent que ce livre est très travaillé et on a quelque chose qui est assez abouti, même si, comme je vous ai dit, ce premier tome reste assez introductif et je sens que le gros de l'histoire va avoir lieu dans la suite de cette duologie. J'ai enfin lu l'autrice Victoria Schwab avec This Savage Song, qui m'a été chaudement recommandée par ma copine Émilie de la bibliothèque d'Emilia, et j'ai profité de la lecture commune organisée par les pépites de Gladys pour pouvoir plonger dans cet univers qui est assez mystérieux. Alors imaginez une ville qui est remplie de monstres. Il y a plusieurs monstres, il y a les corsets, les malquais et les sunei, je suis pas sûre que je prononce bien. Et ceux-ci, ils terrorisent un petit peu les habitants de Verity. Mais il y a également 2 clans parce qu'en fait la ville est découpée. Et d'un côté, on a Harker Callum qui lui protège son côté de la ville et les habitants contre rémunération de ces monstres. Sauf que certains n'ont pas les moyens de se protéger, donc il se passe des choses assez compliquées et forcément cela entraîne une rébellion. Et de l'autre côté, on a la famille Flynn qui font partie d'une catégorie de monstres et eux aussi protègent un petit peu les habitants des autres monstres et surtout ils empêchent certaines personnes à travers leur capacité de monstre de faire des choses qui pourraient transformer d'autres personnes en monstres. Voilà, je vous en dis pas plus. Et il faut savoir que Kate, la fille de Harker Callum, va revenir dans la ville de Verity et surtout changer de lycée. Et donc là-bas, elle va y faire la connaissance de Auguste Flynn et tous deux vont créer un lien. Et surtout, Auguste Flynn, il a un secret et ce secret, Kate va vite le découvrir et on va suivre un petit peu leur aventure à tous les deux. Alors moi j'ai commencé ce roman sans vraiment savoir où j'allais. Je suis désolée pour les aboiements, c'est le chien qui aboie parce qu'il entend les voisins faire du bruit dans la cage d'escalier. Je ne sais plus ce que je dis, entre les aboiements du chien, le bruit des voisins, je me suis totalement mélangée. Donc, j'ai commencé ce roman sans savoir où j'allais et j'ai trouvé la première partie vraiment très introductive. Elle nous dépeint un petit peu l'univers, la ville de Verity, ce qui s'y passe et on est dans quelque chose qui est assez mystérieux et on souhaite connaître l'histoire, on souhaite connaître les enjeux de la ville, la création de celle-ci et surtout comment on en est arrivé au monde d'aujourd'hui. Et donc ce mystère personnellement m'a tenue en haleine parce que les pages elles se lisent vraiment toutes seules. Et la seconde partie je l'ai trouvée personnellement beaucoup plus prenante parce qu'on a des personnages qui vont vraiment gagner en développement. Et surtout j'ai adoré le personnage masculin d'Auguste. Et ça c'était vraiment le plus de l'histoire. Cependant le manque de description m'a frustrée. J'avais beaucoup de questions et j'en ai toujours autant en ce qui concerne l'univers. Parce qu'on nous dépeint les choses telles qu'elles sont, mais on ne sait pas comment on en est arrivé là. Et ça, c'est vraiment très très frustrant. Et j'espère que dans le tome 2, ce sera quelque chose qui sera mentionné. Après le récit, il est vraiment palpitant, il y a beaucoup d'action, on découvre un petit peu les monstres, les capacités de chacun, on a vraiment envie d'en apprendre sur tout et c'est ça qui personnellement m'a tenue en haleine, mais toutefois j'attends beaucoup plus. J'attends quelque chose qui soit beaucoup plus développé, même si l'univers et la plume sont très poétiques et ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Je sens que je commence à avoir un petit peu du mal à parler, que mon attention commence à partir un petit peu dans tous les sens. Donc je vais m'arrêter ici pour l'update lecture du mois de janvier. Toutefois, je vous referai un deuxième update lecture dans le mois pour vous parler de la suite de mes lectures du mois qui est écoulé. J'essaie de faire des phrases sans faire trop de répétitions, mais parfois mon cerveau il bug et je ne sais plus ce que je veux dire. C'est assez perturbant. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres de cette update lecture, si vous les avez aimés ou pas, ou s'il y en a qui vous tentent, je suis très très curieuse. N'hésitez pas à donner votre avis aussi parce que on a le droit d'avoir des avis qui soient les mêmes ou
aux antipodes. Du moment que c'est dit avec bienveillance, il n'y a pas de souci. Et en fait, je trouve ça même très riche d'avoir des avis différents sur des livres parce que ça permet de développer certaines choses, de voir des choses que l'on n'a pas vues à travers la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est aussi cet aspect que j'aime à travers les lectures communes. D'ailleurs, en parlant de lectures communes, il y en aura 3 en ce mois de février sur le Discord. Alors il y en a 2 auxquels je participe, c'est-à-dire qu'on va lire le tome 2 partie 1 et 2 de la Guilde des Ombres, et puis on va lire Terre brisée de Victoria Aveyard. Il n'y a pas de découpage, chacun lit à son rythme tout au long du mois de février, et comme ça il n'y a pas de pression, et comme on a tous une vie totalement différente, on n'a pas forcément le même rythme de lecture, donc voilà. Sans pression pour partager. Et pour ceux qui le souhaitent, certaines personnes du Discord ont souhaité lire ensemble Crescent City de Sarah J. Maas, le premier opus. Moi je l'ai déjà lu et j'ai passé un super moment, donc si vous voulez vous joindre à ces personnes là, n'hésitez pas, et comme ça après on pourra faire une lecture commune tous ensemble sur le tome 2. Voilà pour ce qu'il en est des lectures communes sur le Discord. C'est pareil, si jamais vous voulez découvrir certains livres de cette update lecture, ils n'y sont pas tous, mais certains sont disponibles sur Nextory, donc n'hésitez pas à utiliser mon lien en barre de description qui vous permet d'avoir 45 jours gratuits sur l'application et la tester. Si celle-ci vous convient, après vous pouvez continuer. Si celle-ci ne vous convient pas, il faut simplement vous désabonner pour ne pas avoir à payer l'abonnement. Voilà pour ce qu'il en est. Moi je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, enfin tout simplement une petite trace de votre passage pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.